et à toutes, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la circulation extracorporelle et la cardioplégie. Alors, nous allons aborder dans ce chapitre les principes de la circulation extracorporelle. Ensuite, nous verrons la mise en place et la conduite de la CEC. Après, nous parlerons des complications et contre-indications de la CEC. Après ce chapitre, nous allons parler de la répercussion de la CEC sur les organes. Et enfin, nous parlerons de la cardioplégie. Tout d'abord, voyons les principes de la circulation extracorporelle. La circulation extracorporelle, qu'on appelle CEC, fut utilisée pour la première fois par Gibson en 1953 pour réaliser la fermeture d'une CIA. La CEC permet aux chirurgiens d'opérer les cœurs dans des conditions optimales. Elle permet de suppléer aux fonctions ventilatoires et cardiaques. Son principe consiste à détourner par gravité le sang veineux des oreillettes ou des atriums et des veines caves vers un oxygénateur externe, les poumons n'étant plus fonctionnels, puis à le renvoyer sous pression grâce à une pompe dans la circulation artérielle, l'aorte ou veine fémorale. Il existe plusieurs types d'oxygénateurs et de pompes. Les autres composants de la CEC sont les aspirateurs qui récupèrent le sang au niveau du champ opératoire, le réservoir de cardiotomie qui stocke le sang veineux du patient et le sang apporté par les aspirateurs et alimente l'oxygénateur. L'échangeur thermique qui permet de refroidir ou de réchauffer à volonté le sang réinjecté au patient. Le filtre artériel qui retient tout élément étranger au sang avant de le réinjecter. Les systèmes d'alarme de sécurité qui contrôlent les niveaux sanguins dans l'oxygénateur et l'alimentation en gaz. Le circuit de CEC est rempli avant d'être raccordé au patient par un liquide cristalloïde, liquide de priming, de façon à éliminer la présence d'air. Sa nature varie d'une équipe à l'autre, mais le plus souvent, il s'agit de sérum physiologique ou de ringer lactate. Pour les sujets âgés ou très jeunes, on rajoute habituellement du sang au liquide de priming, de façon à conserver un hématocrit relativement élevé. Ça, c'était le principe de la circulation extracorporelle. Voyons maintenant la mise en place et la conduite de la CEC. Avant la mise en place de la CEC, une anticoagulation par l'héparine à la dose de 3 mg par kilo est instituée. Les canules veineuses d'aspiration sont placées dans l'atrium droit ou les deux veines caves, ou encore dans la veine fémorale.
La canule artérielle de retour est mise en place le plus souvent dans l'aorte ascendante, parfois dans l'artère iliaque ou fémorale. Le circuit est alors raccordé, constituant une boucle fermée comportant les canules veineuses, le réservoir de cardiotomie, l'oxygénateur, les filtres artériels, l'échangeur thermique et la pompe de CEC. La circulation extracorporelle est menée par une équipe de perfusionnistes parfaitement formée à son déroulement. Le démarrage de la CEC est progressif de façon à atteindre un débit théorique qui est calculé en fonction de la surface corporelle du patient. Ce débit varie entre 50 et 60 ml par kilo par minute ou 2 à 2,5 litres par mètre carré par minute. Ce débit théorique varie également en fonction de la température et de l'âge du patient. Plus la température est basse, plus le débit nécessaire est faible, car l'hypothermie diminue la consommation cellulaire d'oxygène. On peut ainsi progressivement abaisser la température du patient aux alentours de 30 degrés Celsius en milieu d'intervention, avant de débuter un réchauffement progressif jusqu'à 37 degrés Celsius. Cette hypothermie modérée permet de diminuer le débit de CEC nécessaire, ce qui limite les conséquences traumatiques sanguines, destruction plaquettaire, lyse des globules rouges, activation du complément. Certaines équipes préfèrent cependant opérer à température ambiante, ce qui semble atténuer les problèmes liés à la vasomotricité artérielle périphérique thermo-induite. Certaines opérations nécessitent un arrêt circulatoire complet, telle que l'opération sur la crosse aortique. Cela ne peut alors être réalisé que sous une hypothermie profonde, 15 à 18 degrés Celsius, permettant un geste opératoire d'une durée maximale de 45 à 60 minutes. Chez le nourrisson comme chez le patient âgé, le débit doit, par rapport à la surface corporelle, être plus élevé du fait de la proportion moindre de masse graisseuse dans l'organisme. Lors de la CEC, le liquide de priming se mélange à la masse sanguine, ce qui entraîne une réduction de l'hématocrite qui descend entre 20 et 30%. La CEC est donc conduite en hémodilution, ce qui entraîne une diminution de la viscosité sanguine. En fonction de la température, il faut faire varier le degré d'hémodilution. À température normale 37 degrés Celsius, une hématocrite plus élevée est souhaitée pour assurer une meilleure oxygénation tissulaire, alors que pour une hypothermie modérée, 30 degrés Celsius, un hématocrite aux alentours de 25% est suffisant. Cela tient au fait que la viscosité sanguine augmente avec l'hypothermie. Il est donc suffisant de
réduire la viscosité et donc l'hématocrite lorsque la CEC est conduite en hypothermie. La surveillance porte également sur la pression artérielle moyenne qui doit être maintenue entre 40 et 100 mm de mercure. La pression artérielle en oxygène qui est maintenue entre 150 et 200 mm de mercure et la pression du dioxyde de carbone stabilisée à 40 mm de mercure. Enfin, la présence d'air dans le circuit est constamment recherchée et le filtre artériel arrête immédiatement la pompe en cas de détection. La CEC décrite ci-dessus est dite totale, cœur-poumon. Cependant, il existe d'autres types de CEC. Ce sont les CEC partielles, d'assistance ventriculaire ou pulmonaire. Maintenant, voyons les complications et contre-indications de la CEC. Bien que la CEC soit devenue extrêmement fiable, des complications existent. Elles sont plus marquées et plus fréquentes quand la durée de la CEC est longue, supérieure à 2 heures, et chez les patients les plus âgés ou chez les nourrissons. La plupart des complications sont liées aux mécanismes immunologiques induits par la CEC. La CEC provoque en effet une activation du complément, augmentation du C3A et du C5A, liée à l'interaction sang-surface de circuit de CEC. Cette activation est responsable d'une concentration des cellules musculaires lisses et d'une séquestration leucocytaire dans les capillaires pulmonaires. Elle explique l'importance du syndrome inflammatoire après une CEC. Les contre-indications de la CEC se résument aux pathologies représentant un risque de saignement accru et aux allergies à l'héparine. Les principales complications de la CEC sont le saignement, la réaction générale inflammatoire, la dysfonction rénale, la vasoconstriction centrale et périphérique, la dégradation des globules rouges avec hémoglobinurie, hémoglobinémie et anémie, la sensibilité accrue aux infections, l'embolie gazeuse et la dysfonction ventriculaire gauche habituellement transitoire. Par ailleurs, la CEC est à éviter lors de la grossesse. Au cours du premier trimestre du fait de son potentiel tératogène et dans le troisième trimestre du fait du risque d'accouchement prématuré. Le risque maternel est faible, 1 à 5%, mais le risque fœtal est de 10 à 20%. Les principales contre-indications de la CEC sont l'accident vasculaire cérébral récent de moins d'1 mois, la tumeur ou la malformation vasculaire cérébrale, l'allergie vraie à l'héparine, la thrombopénie inférieure à 50 000
ou thrombopathie sévère. L'anomalie profonde de la coagulation, les saignements digestifs récents non explorés ou non encore contrôlés. La néoplasie profonde associée à un risque important de saignement ou toute autre pathologie associée à un tel risque. Maintenant, voyons la répercussion de la CEC sur les organes. Tout d'abord, le cerveau. Le cerveau est l'organe le plus sensible à l'hypoxie du fait de l'absence de réserve d'oxygène. Lors de la CEC, le débit sanguin cérébral est proportionnel à la pression de perfusion. Il est donc important de maintenir une pression moyenne relativement élevée, 50 à 60 mm, 50 à 70 mm de mercure, pour assurer un débit satisfaisant. Par ailleurs, la majorité des complications neurologiques liées à la CEC sont dues à des emboles liées à la cannulation artérielle, à des calcifications valvulaires, à des thrombes intracavitaires ou à des emboles gazeux lors de l'ouverture des cavités cardiaques ou liées à la CEC. Ensuite, voyons la répercussion de la CEC sur le cœur. La plupart des équipes choisissent leur méthode de protection myocardique, appelée la cardioplégie, en fonction des habitudes acquises. Depuis l'introduction de la cardioplégie dans les années 1970, les méthodes de protection ont évolué et permettent à l'heure actuelle d'arrêter le cœur pendant plusieurs heures, tout en préservant la fonction myocardique. La plupart des solutions ont une concentration élevée en potassium et sont délivrées avec une température comprise entre 4 et 8 degrés dans l'aorte ascendante. Ensuite, voyons la répercussion de la CEC sur les poumons. L'incidence de l'insuffisance respiratoire aiguë après CEC varie en fonction des équipes et des techniques de CEC, mais aussi en fonction du patient et de ses antécédents respiratoires. Les poumons sont cependant l'un des organes les plus souvent atteints par la CEC, par des mécanismes divers et complexes. Plusieurs de ces mécanismes sont maintenant identifiés. Facteurs mécaniques. Lors de l'arrêt cardiaque, bien que la circulation systémique soit déviée vers l'oxygénateur, une partie du sang pulmonaire revient dans le cœur gauche, ce qui peut entraîner une élévation des pressions pulmonaires. Cela provoque une distension cardiaque et pulmonaire. Une décharge canule d'aspiration placée dans les cavités gauches permet de récupérer le sang et d'éviter ce problème. Surcharge hydrique. L'hémodilution lors de la CEC produit une diminution de la pression colloïde, ce qui entraîne une augmentation du secteur interstitiel. Cela induit une surcharge pulmonaire qui se traduit cliniquement dans les 3 à 4 premiers jours post-CEC par l'altération gazométrique et ventilation prolongée.
Le traitement fait habituellement appel aux diurétiques. Édème pulmonaire non cardiogénique ou syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, SDRA. Cette atteinte, similaire à l'insuffisance respiratoire aiguë, est due à plusieurs phénomènes, en partie immunologiques. Une des causes reconnues est liée à la transfusion d'anticorps anti-leucocytes par des plaquettes ou du plasma. La diminution de l'administration de produits sanguins permet de diminuer l'incidence clinique de ce phénomène. Foie, pancréas et intestin. Les viscères intra-abdominaux sont également sensibles à la CEC. Cela peut se traduire par une insuffisance hépatocellulaire, une pancréatite et une ischémie intestinale, qui est le plus souvent liée à un bas débit, soit durant la CEC, soit en post-opératoire par diminution du débit cardiaque global. Maintenant, voyons la répercussion de la CEC sur les reins. Par rapport aux autres organes, les reins a été beaucoup étudié. Il est admis maintenant que l'insuffisance rénale après CEC est liée au degré d'insuffisance rénale préopératoire. Par ailleurs, le rein est particulièrement sensible au bas débit pré, per et post-opératoire. Il est donc important de surveiller de très près la diurèse pendant la CEC et de maintenir une pression de perfusion adéquate. Enfin, voyons la cardioplégie. La cardioplégie est utilisée pour protéger les tissus myocardiques pendant l'exclusion due au clampage aortique. Elle a beaucoup évolué depuis son introduction dans les années 1970. Il existe actuellement deux techniques, la cardioplégie froide et la cardioplégie chaude. Elle repose sur le même principe, qui est de provoquer l'arrêt du cœur en diastole grâce à l'injection de potassium. Le liquide de cardioplégie est le plus souvent délivré dans la racine de l'aorte de façon antérocrâne, juste au-dessus des ostia coronaires, une fois celle-ci clampée. Une dose totale en général de 30 à 35 ml par kilo est délivrée en une fois. Elle entraîne l'arrêt de l'activité cardiaque, l'hémodynamique et électrique surveillée sur le tracé ECG. Il est également possible de distribuer la cardioplégie de façon rétrograde par le sinus coronaire qui assure le drainage veineux du myocarde. Une sonde est alors introduite dans le sinus coronaire et la cardioplégie circule dans le sens contraire à celui de la circulation physiologique. L'intérêt est d'assurer une perfusion myocardique correcte chez des patients ayant des sténoses artérielles coronaires. Certains combinent ces deux techniques pour assurer une meilleure diffusion du liquide de cardioplégie. Il existe de nombreuses solutions de cardioplégie dont la composition varie
avec un certain nombre de facteurs, mais un certain nombre de facteurs sont communs, parmi lesquels une concentration élevée en potassium, 30 à 60 milliequivols par millilitre, une faible concentration de calcium, un millier tampon par le phosphate, une osmolarité conservée. Certains utilisent du sang mélangé au liquide de cardioplégie, d'autres utilisent une cardioplégie pure ou cristalloïde. L'avantage d'une solution sanguine est sa meilleure capacité à transporter l'oxygène. Ses inconvénients sont une viscosité accrue et la nécessité d'en utiliser une plus grande quantité. Enfin, la cardioplégie peut être froide ou chaude. Une cardioplégie froide correspond à un liquide injecté aux alentours de 4 à 5 degrés. L'hypothermie qui s'ensuit provoque une baisse du métabolisme cellulaire et donc une diminution de la consommation tissulaire d'oxygène. Cela permet de garder un cœur arrêté pendant plusieurs heures sans entraîner de dysfonction myocardique sévère. Les avantages sont une plus grande facilité de maniement car une seule dose ou une dose répétée toutes les 20 à 30 minutes suffisent. L'inconvénient est l'anoxie qui survient nécessairement dès lors que le cœur n'est plus irrigué, avec la constitution d'un édème myocardique et d'une acidose métabolique. La cardioplégie chaude est injectée à 37 degrés Celsius. Dans ce cas, le cœur est arrêté uniquement du fait de l'hypercalémie et la consommation d'oxygène cellulaire, bien que diminuée, reste élevée. La perfusion d'oxygène doit donc être maintenue de façon optimale par apport de sang fréquent, voire permanent, et par un débit élevé. Les avantages de cette méthode sont une protection plus physiologique à base de sang et d'oxygène. Cependant, les inconvénients sont l'obligation de maintenir un débit de cardioplégie important qui varie d'un patient à l'autre en fonction de sa pathologie et un risque d'accidents vasculaires cérébraux qui semble majoré. À l'heure actuelle, aucune méthode ne se détache nettement d'une autre et chaque équipe utilise la solution qui lui convient en fonction de son expérience. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.